Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Nous sommes le mercredi 4 mai. Voici les titres du jour. Quel avenir pour l'église de Chény, construite sur un sol argileux? La bâtisse est en très mauvais état et pourrait donc être détruite. Pour l'instant, le maire s'interroge. Aucune décision n'a été prise. Reportage sur place dans une poignée de secondes. La grande union de la gauche aura-t-elle lieu en vue des législatives? Après les écologistes et les communistes, cette nuit le Parti socialiste a trouvé un accord de principe avec la France insoumise. Toutes les réactions dans quelques instants. Enfin, les passionnés de gaming, restez bien avec nous, nous irons au Rift à Metz, un bar qui accueille chaque mardi soir des tournois de jeux vidéo. Vous verrez que compétition et bonne humeur peuvent faire bon ménage. La météo, le temps sera instable demain entre nuages et éclaircies. Les températures ne dépasseront pas les 10 degrés le matin, mais monteront jusqu'à 20 l'après-midi. Et puis l'invité du jour est Benoît Bradel, directeur du Passage Transfestival. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons ensemble sur le programme très riche de ce festival qui commence ce jeudi 5 mai. Mais tout de suite, développons les titres de l'actualité. Démolir ou reconstruire, tel est le dilemme du maire de Chény concernant l'église de son village. En effet, le bâtiment est en mauvais état. Des fissures sont apparues sur les murs. La raison, il a été construit sur un sol instable. Reportage Anne-Sophie Gross. Depuis 2018, cette église, située au cœur du village de Chény, est fermée au public. En cause, des fissures qui fragilisent en particulier le flanc nord du bâtiment. À l'intérieur, les murs au-dessus de l'autel et au niveau du chœur sont eux aussi lézardés. Pour le maire, Pascal Hubert, l'avenir de cette église construite en 1850 est pour l'heure incertain, car la rénovation de l'édifice représenterait un investissement énorme pour la commune, de l'ordre de 500 000 €. Si on ne trouve pas les financements, effectivement, il faudra réellement se poser la question d'une déconstruction. Qui serait de l'ordre, mais ça reste encore approximatif, de 100 000 €. Donc, qui est également un coût, mais si on est sur une logique économique, c'est toujours nettement moins que 500 000 € d'argent public. L'option de la revente de l'édifice est aussi à exclure, car la commune se heurte à un problème de taille, la présence d'un cimetière tout autour de l'église. Le déplacer, c'est aussi quelque chose qui implique des finances, qui implique aussi toute une procédure qui est longue. Donc je veux dire, en fait, la réaffectation, entre culturelle et cultuelle, semble compromise. Pour l'équipe municipale comme pour les habitants, cette église occupe une place particulière dans leur village, mais aussi dans leur cœur. Quand on était petit, on imaginait c'est un village avec une église. Chacun dessinait un village, il mettait une église, une école. Maintenant, on ferme les églises, on ferme les écoles. Qu'est-ce qui va devenir des petits villages, quoi? Moi, ça m'attriste, sincèrement, parce qu'elle fait partie de nous. On l'a toujours connue. Moi, ça fait 16 ans que je suis là, je l'ai toujours connue. J'ai baptisé mon fils à l'intérieur. Donc, moi, personnellement, j'ai pas envie qu'elle soit détruite. Je crois que je me suis fait une raison. Il faut, de toute façon. J'aimerais vous dire oui, effectivement, il faut la conserver. Maintenant, je crois qu'il faut aussi être un peu réaliste et le coût pour un village comme le nôtre serait vraiment, me paraît un peu compliqué à l'avenir. Une consultation citoyenne devrait être lancée prochainement par la municipalité. Le futur de l'église de Chény se trouve donc entre les mains du maire et de ses concitoyens. Et en attendant, une collecte de fonds a été lancée sur Internet pour restaurer cette église. Un peu plus de 4 500 € ont été récoltés à l'heure actuelle. Vous pouvez vous aussi soutenir ce projet en allant sur le site Internet de la Fondation du patrimoine. La gauche sera-t-elle majoritaire à l'Assemblée nationale? Après les écologistes et les communistes, les socialistes ont trouvé un accord de principe avec les insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Rappelez-vous, il y a 5 ans, lors des précédentes législatives, la gauche désunie avait perdu ses 4 derniers députés mosellans. Aujourd'hui, elle pourrait revenir en force. On écoute les responsables mosellans au micro de Fanny Bragard. La déception a été immense au soir du premier tour. On est vraiment passé à très peu du second tour et je pense que cette déception a été un nouveau moteur pour faire l'union et l'enjeu des législatives est tel que ça précipite l'union et c'est une très bonne nouvelle. C'est un accord, je crois que tout le monde attendait.
particulièrement les électeurs, hein, puisque autour de nous, nous n'avions que ce message de dire il faut se rassembler pour les législatives. Et donc moi je pense que c'est un accord important et qui me satisfait. Ça me semble difficile en termes de méthode d'avoir une discussion sur une union avec des partis de manière séparée et jamais toutes ensemble, et de le faire quasiment exclusivement sur un partage territorial et très peu sur le fond. Je pense que c'est un véritable espoir qui est soulevé là par cette coalition et beaucoup de gens comprendront que c'est la seule possibilité que nous avons maintenant d'infléchir les politiques publiques. Parce que là, on a un mandat de Macron qui est son dernier mandat et je pense qu'il va se lâcher dans la casse sociale et dans l'inaction climatique et je pense que la seule façon de le contrer maintenant, c'est d'envoyer à l'Assemblée nationale des députés écologistes et de gauche qui pourront infléchir cette politique. Ce troisième tour et cette possibilité d'aller à Matignon et donc de porter le programme au gouvernement, c'est une réalité et il faut y croire et c'est le combat qu'on va mener dans le mois qui vient pour les législatives. Je pense que ça peut tenir, mais bien sûr, il va falloir apprendre à vivre ensemble et donc on va le faire. Et je pense que tous les partis de gauche sont suffisamment responsables pour que ça puisse avoir lieu. Moi, je pense que quand on est engagé en politique, on fait partie, on est un acteur social. Et un acteur social, il ne s'inscrit pas dans le conflit, il ne s'inscrit pas dans les excès, il ne s'inscrit pas dans le jusqu'au boutisme, il s'inscrit dans la concorde. Et la République française, c'est d'abord et avant toute chose la concorde sociale. S'il y a des candidatures dissidentes, eh ben on fera avec. Je ne suis pas sûre que ce soit à leur avantage ni au nôtre de faire ça, mais on verra bien. Et voilà. Pour l'instant, c'est un peu des prédictions en l'air, donc on s'arrangera. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec les forces de gauche localement et on fera tout pour que ça se passe bien. Et nous vous l'avons annoncé hier, Marie-Jo Zimmermann tente un comeback et sera bien candidate aux législatives dans la 3e circonscription de la Moselle, un territoire qu'elle a déjà représenté pendant près de 20 ans à l'Assemblée nationale. Jusqu'aux élections, la rédaction de Moselle TV vous propose un format 3 questions A. Celui-ci vous est présenté par Ghislain Schumacher. Non, il n'est pas question de revanche, il est simplement question de me représenter et de pouvoir continuer à œuvrer à la fois dans mon ancienne circonscription, au service de mes concitoyens et également travailler d'arrache-pied à l'Assemblée nationale sur certains dossiers, notamment un des premiers qui va arriver, ce sont les retraites et je compte beaucoup m'investir sur la retraite des femmes. C'est une France qui est quand même dans un état qui demande aujourd'hui une attention toute particulière sur les déficits commerciaux, sur le déficit des finances publiques. Donc il y a un travail énorme à faire sur l'ensemble du territoire, de façon à ce que la France retrouve son rang dans le concert des nations. Je considère que quand on se présente à une élection, il faut avoir en quelque sorte quelqu'un de solide qui puisse prendre le relais. Je l'ai vu travailler pendant 12 ans au conseil municipal. Jérémy est un bosseur également. J'ai souhaité avoir un suppléant messin qui connaisse les dossiers de la ville de Metz. Et donc se sont déclarés candidats dans la 3e circonscription de la Moselle. Tout d'abord le sortant, Richard Liogier, puis Anne-Catherine Lecard, Nathalie Collin-Austerlé, et puis donc enfin Marie-Jo Zimmermann. Clap de fin pour Jean-Pierre Georges. Après 6 années de mandat, il quitte la présidence du réseau Entreprendre en Lorraine-Nord. Jean-Pierre Georges, donc à droite. Réseau qu'il a intégré, pour rappel, en 1995. Le Salon à l'envers, la Fédération Réagir, la marque Moselle Attractivité. Jean-Pierre Georges a eu un rôle prépondérant dans leur lancement. Aujourd'hui, il passe donc la main à Franck Maillet, 46 ans, directeur régional de la branche service aux entreprises chez Suez.
Dans le même ordre d'idées, depuis le 1er mai, Gérard Pacari, délégué général de l'Union des entreprises de Moselle, a passé la main. Les clés ont été confiées à Cécile Castro-Carrère, membre de l'organisation patronale depuis 15 ans. Elle était jusque-là en charge des questions de droit social au sein de l'organisation. Et c'est l'heure désormais de notre rubrique environnement. Lucie Philippot, bonsoir. Bonsoir Jean. Vous nous parlez aujourd'hui compensation carbone. Et oui, je vous emmène dans la forêt domaniale de Moyeuvre, là où une entreprise luxembourgeoise, son nom Eaglestone, qui est spécialisée dans l'investissement immobilier, a financé le reboisement de 18 hectares, soit l'équivalent de 18 terrains de foot. Objectif, contrebalancer les 2900 tonnes équivalentes de CO2 émises par l'un de leurs projets immobiliers au Luxembourg. Et donc cette entreprise, elle ne va pas reboiser, elle travaille en partenariat avec l'Office national des forêts, c'est bien cela? Tout à fait, Jean. Depuis peu, l'ONF propose aux entreprises et collectivités d'agir dans la lutte contre le changement climatique à travers justement cette compensation carbone. Je me permets de vous donner quelques chiffres. Seront plantés 15 410 chênes, 580 mérisiers, 560 alisiers et 560 cormiers. Alors cette végétation résistante aux aléas climatiques permettra un repeuplement pérenne et écologique de la forêt. Projet d'envergure, donc, est-ce qu'on a une idée des montants que cela représente? Alors pour Eaglestone, cela représente un investissement de 130 000 €. C'est le premier projet immobilier venant d'une entreprise luxembourgeoise de ce genre à s'inscrire dans cette démarche d'évaluation et de réduction de l'impact carbone. Eaglestone s'est donc rapproché d'énergie et environnement, un bureau d'études spécialisé dans les enjeux énergétiques et environnementaux. Alors concrètement, la phase de réduction des émissions carbone du projet a permis d'économiser plus de 20% des émissions du projet initial, ce qui correspond par exemple, tenez-vous Jean, à l'équivalent des émissions de 200 vols aller-retour Luxembourg-New York. Alors, quand même. Et pour conclure, le bilan du projet sera évalué sur 30 ans. La parcelle en question, elle, devrait rester boisée pour au moins 150 ans. Merci infiniment Lucie pour toutes ces précisions. Après l'environnement, la culture, la ville de Metz a renouvelé aujourd'hui son aide en faveur des associations culturelles issues du spectacle vivant et des arts numériques. Plus précisément, 12 compagnies professionnelles de théâtre et de danse vont bénéficier d'un soutien matériel, logistique, humain et financier de la ville jusqu'en 2024. Une aide plus que bienvenue pour ces artistes locaux. Écoutez. Premièrement, des lieux, ils peuvent entreposer leur matériel. Deuxième lieu, c'est l'étape de ce jour, le lieu où ils puissent répéter. Troisième étage que nous sommes en train de construire, mettre à disposition tous les lieux de Metz à disposition pour que le public y ait accédé. Et enfin, un financement évidemment triennal qui leur laisse des perspectives, pouvoir monter leur spectacle et être sûr de l'avenir pendant au moins 3 ans. Alors effectivement, on parle de montants modestes, mais c'est quand même un appui et une visibilité sur 3 ans qui permettent de structurer les compagnies, de pouvoir embaucher un bureau d'administration, une chargée de diffusion et de faire vivre la compagnie de manière pérenne, en tout cas sur 3 ans. L'idée, ce serait de venir ici, tout simplement, avoir un endroit, puisque nous sommes sur une forme hybride où on serait principalement en extérieur. Et le lieu s'y prête plutôt bien parce qu'il y aura un vrai accueil et un gardiennage qu'il n'y a pas dans toutes les autres salles en fait, de Metz. Donc voilà, un accompagnement, un endroit où on peut répéter librement. Et comme Patrick Thiel l'expliquait aussi, ça va être un moyen pour nous de faire une sorte de maillage avec les autres artistes et artisans aussi qui sont présents sur Blida. On ne les connaît pas tous. Et la prochaine étape pour ces compagnies, c'est de convaincre les autorités publiques afin de se produire directement au sein de Blida. Benoît Bradel, une réaction sur ce sujet. La ville de Metz est une terre de création, d'innovation artistique. Mais c'est vrai que, comme d'autres secteurs, la culture a souffert pendant 2 ans, une période sombre. Il faut relancer la machine maintenant. La culture a besoin d'un nouvel élan. Oui, on a besoin, les compagnies, les lieux ont besoin d'un élan pour inventer de nouveaux projets, de nouvelles manières de rencontrer les publics, de diffuser, de créer des œuvres. Donc c'est une très bonne nouvelle que la ville de Metz s'engage comme ça aux côtés des compagnies et puis aux côtés aussi d'autres, le département, la région, la DRAC, pour qu'il y a vraiment un terreau ici qu'il faut développer. On se retrouve dans un instant, Benoît Bradel. Parlons d'abord de cette émission ce soir, bien évidemment, la boîte à malice, un programme riche, comme d'habitude, ce soir à 19h. D'abord, une rencontre avec le duo Terre Noire, et puis un focus sur l'association Bouche à Oreille. Elle développe des projets artistiques qui placent les habitants au cœur de ses préoccupations. Récemment, elle vient d'inaugurer ses nouveaux locaux à Metz-Borny avec un tout nouveau studio d'enregistrement. Extrait. C'est-à-dire qu'il y a ici des musiciens aguerris, professionnels, qui vont venir enregistrer des projets aboutis et des talents émergents
qu'on va repérer sur les quartiers, sur différents QPV Messins d'ailleurs, pas seulement Borny. Il va y avoir une démarche de terrain, de médiation. Donc, tu sais qu'on fait vraiment bouche à oreille. Un travail de recherche et de contact avec les habitants sur le terrain. On se sert de plein d'outils pour ça. Vous allez dénicher les talents? Exactement, dénicher les talents. J'ai grandi dans un orphelinat. J'ai attendu 10 ans qu'on s'occupe de moi. Un jour miracle, une famille m'emmène avec elle. Rien ne laissait penser qu'elle était criminelle. Pour les ados, les enfants, moi j'ai envie de leur montrer que les choses ne se font pas en 2 minutes et que certains projets demandent, certaines ambitions demandent du temps, des échecs, des réussites aussi bien entendu, mais il faut passer par différentes étapes avant d'être satisfait et ça demande de la persévérance. Et je pense que si on arrive à leur montrer ça, ça peut leur être utile à d'autres niveaux de leur parcours. Un reportage que vous pouvez donc retrouver en intégralité ce soir à 19h dans la boîte à malice ou sur notre site internet moselle.tv. Ils font un véritable carton. Chaque mardi soir dans le bar messin The Rift se déroulent des tournois de jeux vidéo, des tournois de Super Smash Bros Ultimate pour être plus précis. Ils réunissent des compétiteurs passionnés. Lucie Philippot. Il est 20h, le coup d'envoi est donné pour les 33 participants du tournoi Super Smash Bros Ultimate. Tous les mardis, le bar The Rift affiche complet grâce à ce jeu mythique. Le but est simple, remporter le combat en propulsant son adversaire hors de l'arène, un jeu qui demande de la stratégie et surtout de la concentration. On se cherche, on s'envoie des petits coups, on voit ce que l'autre fait, on essaie de réagir là-dessus, mais c'est un jeu qui est très rapide. Du coup c'est assez compliqué, c'est assez stressant, il faut vraiment être concentré de ouf. Là ce que je suis en train de faire, c'est d'abord essayer de comprendre le style de jeu de l'adversaire, sur quoi il est réactif, sur quoi je peux plutôt me profiter de son niveau de jeu. Sur quoi je sais quelle option je peux pas faire pour ne pas qu'il me punisse. Après pour l'instant je suis un peu en retard donc... En gros le but du jeu c'est de comprendre le perso de l'adversaire et du coup de comprendre les faiblesses du perso de l'adversaire et les mêler aux forces du mien. Et du coup après grâce à ça je pourrais essayer d'avoir un avantage et de gagner le match. Bon là ça paraît un peu mal parti pour l'instant. Super Smash Bros Ultimate, développé par le célèbre éditeur Nintendo, réunit une forte communauté dans le gaming. Cette soirée est coordonnée par l'association Smash Lorraine, qui réunit plus de 660 membres de tous les âges. Le profil il est hyper varié, il y a majoritairement des étudiants, mais il y a aussi des vieux de la vieille, si je puis dire, qui ont commencé le jeu il y a très longtemps. Ça va de 15 à... Le plus vieux, je crois qu'il a 35 ou 36 ans, donc il y a quand même une grande fourchette de personnes. Ce soir-là, une majorité d'hommes étaient de la partie, mais évidemment tout le monde est le bienvenu. Prendre une consommation au bar est la seule condition pour pouvoir participer à ce tournoi, pour le plus grand plaisir d'Hugo Foster, le propriétaire. Voilà, il prend de plus en plus d'ampleur ce jeu-là et du coup j'ai une clientèle de plus en plus grande aussi chaque semaine. Je voulais faire des tournois jeux vidéo et autour des jeux de société aussi, jeux de rôle, etc. Mais je ne pensais pas en fait faire un tournoi du même jeu vidéo toutes les semaines. Mais la communauté Smash est vraiment au top et ils m'ont demandé. Donc maintenant le mardi leur est réservé à 95%. La soirée s'est terminée sous les coups de minuit. Le vainqueur Axiro conserve sa place de numéro 1 après une lutte acharnée dans les arènes virtuelles de l'univers Smash Bros. Et on passe désormais à notre séquence invitée. Et donc nous sommes toujours avec Benoît Bradel, directeur du Passage Transfestival, une édition 2022 qui débute ce jeudi 5 mai, qui est baptisée Trans Europa et qui met donc à l'honneur l'Europe, tout simplement. Pourquoi ce choix ? Parce qu'on a travaillé effectivement sur une édition transcontinentale en 2021 en invitant des artistes brésiliens à Metz. Passage est un festival international de spectacles vivants et j'avais envie, en arrivant dans la région, de développer cette notion de transfrontalier. Il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes qui non seulement travaillent entre le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne et la France, mais aussi entre la République tchèque et le Portugal, entre la Suisse, la Finlande. Les artistes sautent les frontières et nous racontent cette Europe. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en Europe ? Comment on est européen ? Et c'était ça que j'avais envie de partager. Il se trouve qu'il y a beaucoup
spectacles aujourd'hui qui nous parlent. Il y a des artistes qui ont longé le 48e parallèle de Brest à la Sibérie, d'autres qui ont descendu le Danube et traversé de nombreuses frontières. Il se trouve que dans l'actualité, c'était pas prévu, mais cette résonance particulière avec résonance, oui, parce qu'on sent que l'Europe, voilà, se pose des questions sur comment elle se rassemble, sur jusqu'où vont ses frontières, indépendamment de l'Union européenne, de l'Europe de Schengen, on sait que voilà, la Russie, l'Ukraine, la Turquie sont liés à cette Europe aussi. Donc, et les artistes s'emparent de ces questions avec beaucoup d'inventivité et nous permettent, je trouve, de voyager et de comprendre un peu mieux d'où on vient. Pour moi, le premier Européen, c'était à me raconter l'Europe, c'était Shakespeare, qui situait ses actions tantôt au Danemark, tantôt en Italie, tantôt en Grande-Bretagne ou en Espagne, et nous faisait voyager. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent voilà, avec plein de nationalités à bord. Il y a aussi des gens d'autres continents qui sont arrivés en Europe depuis 10, 20, 30 ans, qui sont devenus européens alors qu'ils viennent du Salvador ou d'autres pays. Et c'est cette... voilà, on voit effectivement tous ces artistes, voilà, des Grecs avec des Belges. Et c'est cette richesse-là, je trouve que ça nous donne ça nous fait comprendre c'est quoi être européen aujourd'hui. Donc vous posez vos valises au bord de l'esplanade à Metz. En tout, une quarantaine de spectacles, rencontres, ateliers, concerts sont programmés dans différents lieux culturels de la ville. Des représentations pluridisciplinaires, vous insistez bien là-dessus, pour tous les goûts et pour tous les âges. Tout à fait. En fait, on a vraiment envie de raconter que le spectacle vivant dans cette créativité-là, il s'adresse à tout le monde. Donc on a été joué d'ailleurs dans la métropole, on a été à Mécleuve, à Saulny, à Sichazel ce week-end, pour montrer que ces spectacles s'adressent à tous les publics. Et effectivement, il y a des choses à voir en famille. C'est transgénérationnel aussi, c'est ça qui est, je trouve, émouvant quand on se rassemble. Alors là, effectivement, dans l'esplanade, il y a des chapiteaux, il y a tous les lieux de l'Arsenal, Saint-Pierre-aux-Nonains, la chapelle des Templiers. Et puis aussi, au centre Pompidou, il y a un très beau spectacle, à l'espace Bernard-Marie Coltès. Passage rassemble, ouvre de nouvelles portes. Et effectivement pour tous les publics. C'est vraiment plein de petites choses à picorer finalement dans toute la ville de Metz. Il y a un projet qui dure 30 minutes, qu'on peut faire tout seul dans la chapelle des Templiers, c'est Respirar en el Jardín del Conde de Torrefiel, qui est une grande compagnie espagnole. Il y a des projets plus longs dans des salles, il y a des projets en plein air. Il y a un très beau site où on peut venir juste se désaltérer, s'allonger dans un hamac. Donc je vous invite vraiment à venir vers l'esplanade, sur les marches en haut, vers Saint-Pierre-aux-Nonains. Tout est en train de s'installer. Ça sera prêt demain pour l'ouverture. Donc le programme est riche, on n'a pas le temps de tout évoquer. Alors peut-être que vous avez un coup de cœur. Quel est-il ? Je pourrais parler, parce que c'est un des premiers projets qu'on va présenter, Portrait de Raoul, de Martial Di Fonzobo, qui lui est arrivé d'Argentine, et Raoul du Salvador il y a une trentaine d'années, qui rêvait de la France, justement, de cette Europe, et qui a appris le français en apprenant Molière par cœur. Et c'est un très beau projet qui raconte justement à la fois de ce qu'est l'exil et comment on s'approprie une culture, comment on la découvre et comment on la partage sans renier ses origines. Et c'est un projet qui est très sensible et qui est à la fois où il chante des très belles chansons en espagnol, où il peut jouer du Molière, où c'est très intime. Et je trouve que c'est un des très beaux projets, comme Le Chant du Père aussi, de Hatice Özer, qui est elle d'origine turque, qui est née en France, mais son père était un musicien traditionnel turc qui est venu travailler dans les mines. Et elle l'a convoqué sur scène, donc ils sont tous les deux, et dialoguent entre le français, le turc et cette musique traditionnelle. Et le chant, c'est très émouvant. Pour terminer, globalement, depuis l'année dernière, le festival est annuel, donc ça c'est nouveau. Alors on connaît l'importance et la résonance de cet événement à Metz, mais là donc, ça prend encore une autre dimension. C'est-à-dire que moi quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait un potentiel incroyable. Le festival a été créé à Nancy, puis maintenant est depuis déjà une dizaine d'années à Metz. Et effectivement, il y avait eu des biennales, il y avait eu des... et là je me suis dit, si on veut vraiment installer ça, il faut qu'on revienne tous les ans, qu'on puisse créer vraiment un lien fort avec les publics, avec tous nos partenaires dans la ville qui sont à nos côtés pour que ce festival existe. Et puis et l'équipe aussi, qu'on puisse construire toute l'année, parce qu'il y a des ateliers de pratique dans les écoles, mais aussi avec des amateurs qui vont se développer. C'est un travail tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Benoît Bradel d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve d'ailleurs la semaine prochaine pour le face-à-face avec Arnaud Demerlet pour parler plus en détail de votre parcours. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous terminons cette séquence d'informations en prenant un peu de hauteur grâce à notre image du jour.
Au Grand-Duché, une nouvelle compagnie aérienne a vu le jour. Il s'agit de Flylux Airlines. Elle proposera des vols à bord d'Airbus Neo, connus pour être des avions plus écolos que la normale. Selon la compagnie, il serait en mesure de réduire la consommation de carburant d'environ 20%. Après Luxair donc et Cargolux, Flylux Airlines est la troisième compagnie qui débarque au Luxembourg. Et c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du face-à-face avec Arnaud Demerlet et la boîte à malice avec Alice Aiblo. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV et à demain.